tout le monde, mais ça va. Il n'y a pas les télés par contre. Ah si, ils sont pas là, ils attendent la sortie. Les télés, si elles sont pas là. Voilà, t'as passé de bonnes fêtes, toi? Tranquille. Tranquille. C'est beau. J'essaie d'imaginer. J'aimerais bien enlever mon attirail quand même, parce que Je veux dire. ça va faire chaud les blouses. Bah ouais, moi aussi, faut dire. La doudoune, quoi. Enlever la doudoune. Ouais, ben, il n'y a pas de place, si. Donc, c'est réservé. Quand tout le monde sera installé, je vais mettre mes affaires là. Doudoune, oui. Elle est là. Oui. Et vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Du 92, des Hauts-de-Seine, de la JC, des Jeunesses Communistes. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez des régionales? Beaucoup de choses. Une région plus sociale, une région plus à l'écoute des besoins des habitants de la région Île-de-France et de toutes les autres régions. Donc vraiment un programme de gauche, quoi. Oui. Mais de vraie gauche, pas la gauche à la socialiste, c'est-à-dire une gauche qui porte vraiment que le nom de gauche et dans ses programmes se rabaisse au capitalisme, ou plutôt se soumet au capitalisme. Et c'est pour ça que le Front de gauche, nous, on pense que c'est la bonne solution. Alors on est issu du PCF et on veut une unité à gauche, pardon, on veut une unité à gauche, justement pour vaincre la droite. Voilà. J'ai trouvé Yann. Là. Quoi votre comité? PG Versailles. Ah, Versailles. Je sais pas, oui. PG, c'est quoi? Parti de gauche. Ah d'accord, et vous êtes quoi? Étudiant? Oui. En quoi? Oui, en lettres supérieures. Depuis à peu près un an en fait. Et plus particulièrement depuis que j'ai adhéré le jour de mes 18 ans. Vous lisez le mot? Ensuite, voilà, c'est ça. Comment? C'est bien de filmer des jeunes. Bienvenue pour ce démarrage de la campagne électorale. Permettez-moi d'abord de saluer l'arrivée à la tribune de Christian Piquet, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Georges Buffet, Pierre Laurent. Et puis je vous invite à envoyer un petit clin d'œil aux militants de la région Centre qui étaient partis en carte, qui ont été obligés de rebrousser chemin devant les intempéries, mais ils vous envoient un grand bonjour et un grand salut. Notre meeting au printemps dernier, et puis vous allez pouvoir rencontrer tous ceux qui ont fait cet élargissement du groupe gauche, des gens du mouvement social, des gens d'organisations diverses qui se retrouvent avec nous pour mener de l'humanité. Quel plaisir de vous retrouver tous, tous ceux qui avec lesquels nous avons fait cette magnifique campagne du Front de gauche européenne, mais également le plaisir d'accueillir avec nous et d'être aujourd'hui sous une nouvelle impulsion avec des camarades avec lesquels nous faisons justement désormais la campagne régionale sous le logo Ensemble pour des régions à gauche, solidaires, écologiques et citoyennes. Et Motivement Traoré qui représente les travailleurs sans papier en lutte. Faut quitter la scène afin que nous
participe à la construction du nouveau siège social du 16e Veritas à Massy dans l'Essonne, juste à côté de notre union locale CCT en face de la gare de TCV à Massy. Nous sommes 29 travailleurs sans papier en grève sur le chantier même depuis le 12 octobre 2009. Nous occupons jour et nuit un bungalow, et ceci avec l'aide du syndicat CCT de l'entreprise propriétaire du fiduciaire social. Nous avons d'ailleurs été le tout premier piquet de grève à se mettre en place, c'était le 12 octobre. Lors du lancement de l'acte 2 de la grève de travail sans papier, avec nos camarades, avec nos 6000 camarades depuis le 12 octobre, nous luttons pour avoir une circulaire de régularisation administrative avec des critères améliorés, certifiés, permettant une égalité de traitement, quelle que soit l'entreprise ou le département. Le 1er octobre 2009, 11 organisations syndicales et associations, la CCT, la CFDT, Solidaire, URSA, la FSU, la FDH, la CIMAD, RSF, Femmes Égalité, Autre Monde, Droit devant. Se sont adressés à ce sens par courrier au Premier ministre. Aujourd'hui, d'autres organisations syndicales comme le syndicat de la magistrature, ou l'UNEF et d'autres associations comme le MRA ou SOS Racisme soutiennent cette revendication. Qualifier de flou, des batailles sans aucun critère objectif. Elle exclut de la régularisation nos camarades qui sont obligés de travailler au noir, du fait de leurs patrons comme beaucoup de nos camarades chinois ou comme les femmes qui travaillent dans l'aide à la personne. Elle exclut de la régularisation nos camarades algériens et tunisiens. Par contre, elle protège les patrons qui nous exploitent depuis des années parce que nous sommes des travailleurs sans droit. Complètement l'arbitraire préfectoral pour déterminer qui sera régularisé ou pas. Les délégués des piquets de grève, les grévistes comme les 11 organisations syndicales et associations ont refusé ces textes et ont demandé au gouvernement de revoir sa copie. La grève continue, même si c'est dur, même s'il fait froid, même si régulièrement la justice, la police nous oblige à évacuer tel ou tel piquet de grève, telle ou telle agence d'intérim. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, car nous savons aussi que nous pouvons compter sur votre solidarité morale, matérielle et financière. Nous sommes derrière les fourneaux dans les restaurants, nous faisons le ménage dans les entreprises, nos camarades femmes gardent les enfants, nous ramassons les poubelles, nous construisons les immeubles, nous assurons la sécurité des magasins, des banques et des entreprises. Nous nettoyons les salles d'hôtel, nous sommes au fournier dans les grandes boulangeries, nous sommes employés au brossage des magazines, nous refaisons les quais du métro, nous assurons le désamiantage des bâtiments, etc. Nous reprenons le travail des personnes, nous sommes complètement intégrés dans l'économie nationale. Le mardi 12 janvier à 10h avec les camarades de l'Union départementale CCT de Paris, nous organisons un nouveau grand rassemblement le jour où le préfet de région ouvre le débat sur l'identité nationale au lycée Louis le Grand. En refusant de nous régulariser sur la base des critères objectifs, cela revient à dire que nous allons encore rester des années et des années sous la coupe de nos patrons, surexploités, obligés de vivre comme des parias, avec que le ministre de l'Immigration n'arrive pas à acquérir une circulaire qui serait une circulaire de justice, une circulaire de bon sens. Mais le fait-il vraiment, avec les organisations et associations, nous demandons depuis des semaines à être reçus par le ministre du Travail parce que notre grève est un conflit de travail. Le 30 décembre, nous étions 2000 travailleurs et travailleuses sans droit à être sous les fenêtres de M. Dacos. Nous attendons encore la réponse. Il ne sert à rien de brandir la menace de la fermeture administrative des entreprises qui embaucheraient les sans-papiers. Parce que dans ce cas, il faudra fermer Bouygues, Veolia, Suez, la SNCF.
faut mieux s'asseoir sérieusement autour d'une table. Le jeu aujourd'hui entre les donneurs d'ordre, la sous-traitance et l'intérim est tellement développé et impliqué que les milliers d'entreprises embauchent des travailleurs sans papier. Pour pouvoir répondre aux fameux médisants et que ce sont les patrons qui faisaient partie du MEDEF, il n'y a pas encore si longtemps qu'ils le disent. Depuis l'apparition de la circulaire du 24 novembre, tout en étant en grève, nous sommes dans la phase de récupération des documents administratifs auxquels nos employeurs qui s'engagent à poursuivre le contrat de travail. Ce n'est pas toujours facile, c'est les patrons s'exécutent sans se faire plier. Et c'est une très bonne chose. D'autres restent sourds. Et là, aussi, nous avons besoin de vous, tous militants syndicaux, politiques, associatifs, pour nous aider à convaincre tous ces patrons qui, pendant des années, nous exploitent et qui maintenant tordent du nez pour nous rétablir dans nos droits. AGCC n'avait pas toujours nous attendre. Après 3 réunions, il continue de nous parler des difficultés de son entreprise. Alors que nous travaillons chez lui pour certains depuis 3 à 8 ans, toujours en tant qu'intérimaire, et souvent en faisant des 11 heures de travail par jour sans être payé en totalité. Cette entreprise n'est pas pourtant une petite entreprise. Elle compte environ 1400 salariés et en réalité, en 2008, un chiffre d'affaires de 448 millions d'euros. Dans un email que notre direction vient de nous envoyer, elle nous dit qu'elle a été trompée car elle ne savait pas que nous étions des travailleurs sans papier. Arrêtez avec ces mensonges. Arrêtez avec ces mensonges. Dans mon entreprise, certains de mes camarades ont changé 3 fois d'identité sur l'ordre du chef de syndicat. Il y en a assez qu'on puisse continuer de profiter de nous parce que nous sommes sans droit, que nous sommes obligés de nous taire et de travailler comme des esclaves pour permettre à certains de faire encore plus de profit sur nos dos avec notre sueur. Depuis le 12 octobre, nous avons dit trop c'est trop, trop c'est trop. Nous sommes sortis de l'ombre pour dénoncer cette situation et avec votre aide et celle de la grande majorité du peuple de France, nous allons gagner. Je tiens à vous signaler que moi je suis arrivé en France en 2006, en septembre 2006, donc je suis en France il y a maintenant 3 ans et demi. Donc en France, on n'a pas besoin de faire 5 ans dans ce pays pour pouvoir s'intégrer. Moi, à mon avis, il faut avoir la volonté d'apprendre la langue française, respecter les valeurs de la République, respecter les valeurs de la République. A été célébré il y a quelques jours par des bombardements de l'armée israélienne. C'est donc un combat, celui qui vise à obtenir la vie à son endroit public. Bonjour et merci. Je peux vous dire que ça fait très plaisir d'être là, de savoir qu'ici, on ne transige pas avec le fait que quand on parle de solidarité, quand on parle de paix, quand on parle de justice et de lutte pour les droits, on parle aussi, on n'oublie pas de parler de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Situation, ça a été rappelé, tout juste 1 an après
les massacres commis par Israël dans la bande de Gaza, dans une situation où notre responsabilité à chacun et à tous est particulièrement importante. Les changements qui sont produits dans la région aujourd'hui appellent notre mobilisation, et cela plus que jamais. On l'a souvent dit, mais aujourd'hui, je tiens à l'affirmer de façon catégorique. À l'heure où Israël est dirigé par la coalition la plus à droite de son histoire, cette coalition et ce gouvernement, Netanyahou, Lieberman, continuent la colonisation, continuent le vol de leurs terres des paysans palestiniens, continuent d'expulser les Palestiniens de leurs maisons, notamment à Jérusalem, et continuent notamment ce siège terrible infligé à la population de la bande de Gaza. Un an après, les survivants vivent encore dans les décombres de leurs maisons. Les écoles et les hôpitaux n'ont pas pu être reconstruits parce qu'Israël empêche tout de rentrer dans la bande de Gaza. En Palestine aussi, il faut le dire, la fragmentation du territoire, le doute au sein de la société palestinienne sur la possibilité de faire aboutir enfin ce rêve d'un État palestinien, cette division entre la bande de Gaza et la Cisjordanie cause une situation telle qu'on n'en a pas connue depuis très longtemps, une situation de division dans la direction palestinienne qui sème le doute parmi le peuple palestinien et qui est aujourd'hui frustré de ne pas réussir à vous faire parvenir de façon claire et distincte son message de paix et de justice. Et dans cette situation de radicalité dans le gouvernement israélien, de division dans la société palestinienne, le rôle de la communauté internationale, notre rôle à tous, est plus important que jamais. Alors la communauté internationale, c'est qui? Est-ce que c'est nos dirigeants? Obama a suscité, en succédant à Bush et à sa logique guerrière de choc des civilisations et de croisade, eh bien Obama, bien sûr, a suscité l'espoir, mais il peine aujourd'hui à monnayer le soutien diplomatique et militaire américain à Israël contre un arrêt de la colonisation. Est-ce que ce seront nos dirigeants européens qui peinent à mettre fin à cette coopération économique entre l'Union européenne et Israël, qui permet à Israël de bénéficier de tous les avantages sans payer le prix du respect des droits de l'homme? Et bien clairement, là où nos dirigeants aujourd'hui pêchent trop souvent, hélas, par leur manque de courage, nous avons une responsabilité, nous, militants politiques, syndicaux et associatifs, de faire en sorte que nous fassions avancer la lutte du droit et de la justice. Et il y a un an, jour pour jour, nous étions 100 000 le 10 janvier dernier, le 10 janvier 2009, dans les rues de Paris, à manifester ensemble, au-delà de nos différences, au-delà de la variété de nos cultures, de nos traditions politiques. Nous avons manifesté tous ensemble 100 000 personnes à Paris. C'était un jour historique qui a fait de la région de France, qui a fait de Paris la capitale de la solidarité avec la Palestine. Nous avons fait il y a un an de la région Île-de-France la capitale de la solidarité avec la Palestine. Et le gros enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que la région comme institution devienne le cœur battant de cette solidarité avec la Palestine. Là-dessus, il y a beaucoup à faire et je suis sûr que ceux qui se présentent devant nous pour demander nos suffrages sauront le faire et sauront l'incarner, faire en sorte notamment que la région Île-de-France, par exemple, réenvisage différemment sa coopération avec la municipalité israélienne du Grand Jérusalem, une municipalité israélienne qui a annexé Jérusalem-Est, qui est aujourd'hui au cœur du dispositif israélien de colonisation et d'expulsion des Palestiniens. Clairement, pour nous, cette coopération, elle doit cesser et elle doit être réenvisagée sous l'angle du droit international et de la justice. Rétablir la force du droit contre le droit du plus fort et contre la loi de la jungle qu'Israël est en train d'imposer dans la région, dans l'intérêt du peuple palestinien, dans l'intérêt du droit, mais je crois aussi dans l'intérêt des Israéliens qui aujourd'hui sont pris en otage par un gouvernement d'extrême droite. Il faut faire en sorte que soient appliquées les recommandations du juge Goldstone, mandaté par la Cour des droits de l'homme des Nations Unies, approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les criminels de guerre israéliens doivent être jugés et poursuivis. Avec des perspectives d'action tous ensemble,
unis dans la diversité de nos engagements, unis comme c'est le cas dans le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, où il y a, je crois, toutes les organisations qui sont dans ce front de gauche sont dans ce collectif, en plus d'autres associations, partis et syndicats. Nous sommes ensemble mobilisés aujourd'hui pour faire en sorte que s'ancre et se développe cette campagne BDS comme boycott, désinvestissement et sanctions contre l'occupation et la colonisation israélienne. C'est une campagne qui est appelée par la société civile palestinienne dans son ensemble, les syndicats palestiniens, les organisations politiques palestiniennes et les associations palestiniennes nous demandent de nous inspirer de la lutte contre l'apartheid pour isoler ce régime israélien et faire en sorte que les droits et la justice pour les enfants en Palestine, pour les États palestiniens, pour le partage de Jérusalem, pour la fin de la colonisation et la chute du mur, contre le siège de la bande de Gaza et pour le retour des réfugiés palestiniens. Nous avons encore beaucoup à faire, mais cette campagne aujourd'hui nous offre une perspective d'engagement commun et à tous. Et je sais qu'ici, il y a les acteurs et les héritiers de la résistance contre le fascisme et le nazisme. Je sais qu'il y a ici ceux qui ont obtenu avec les Algériens l'indépendance de l'Algérie, qui ont résisté contre l'agression américaine au Vietnam, qui se sont battus contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Eh bien, je crois que tous ensemble aujourd'hui, on peut le dire, vive la solidarité avec la Palestine et vive la Palestine. par les partis, dont les dirigeants et candidats interviendront aujourd'hui à notre meeting. Mais ces listes, ensemble, elles sont ancrées dans des luttes, elles sont ancrées dans une conscience de la situation de nos concitoyens, de la situation sociale. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous organisons 2 tables rondes. Nous avons des représentants auxquels nous posons des questions et nous tenons sur eux, nous comptons sur eux, pour justement nous donner leur avis sur aussi la responsabilité qu'auront nos candidats à l'occasion de ces élections. Alors Yann Cochin, vous êtes responsable de Sud Énergie, on a été surpris, beaucoup je pense de gens ont été surpris par des grèves de la faim. Alors pourquoi avons-nous fait grève de la faim? C'est une question qui nous est beaucoup posée. C'est un mode d'action inédit dans nos entreprises, mais qui marque quelque chose de qualitativement nouveau. C'est que les entreprises qui étaient EDF, GDF, Suez, avant, sont maintenant devenues des multinationales qui fonctionnent comme n'importe quelle autre multinationale au niveau international. Au printemps, vous le savez, nous avons eu un mouvement profond de l'ensemble des salariés d'EDF et de GDF qui agissait à la fois sur la répartition des richesses, à la fois contre l'externalisation, mais aussi pour signifier un ras-le-bol de la transformation de nos entreprises en entreprises privées. Voilà. Et loin d'écouter les revendications, les malaises profonds de l'ensemble des salariés avec leur organisation syndicale, évidemment la CGT, évidemment Force ouvrière, et également Sud Énergie, loin d'écouter ce malaise-là, la seule réponse a été la répression. 240 sanctions contre les militants syndicaux les plus actifs, militants CGT, militants Sud Énergie. 240 sanctions avec pour la première fois depuis très longtemps des licenciements à Toulouse, à Paris, des rétrogradations pour des camarades qui sont à 1 an ou 2 ans de leur départ en retraite. Quelque chose que nous n'aurions effectivement pas imaginé il y a quelque temps. Alors nous avons eu un militant, un camarade qui a été licencié sur la région parisienne. Quand je dis nous, c'est Sud Énergie, mais les camarades de la CGT également à Toulouse ont eu des militants licenciés. Et là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et comme nous avons demandé à nos camarades de faire 2 mois de grève reconductible au printemps, il nous apparaissait difficile de recommencer à les saigner d'un certain point de vue ce que souhaitaient les directions. Et donc nous avons, en tant que militants, en tant que responsables syndicaux, pris des responsabilités, décidé de dire assez, et nous voulons que se sache ce qu'il se passe dans ces entreprises, et y compris parler du management en général. Parler du management qui accompagne
très dur, ultralibéral, à cet ensemble de théories et de pratiques sociales qui amènent à la souffrance de l'ensemble des salariés, qui amènent à la répression des militants syndicaux. C'est pour cela que nous avons choisi la grève de la faim. Qu'est-ce que nous y avons gagné? Nous y avons gagné la solidarité. Nous y avons gagné une présence permanente d'un certain nombre de camarades, des partis politiques, de la gauche, du Parti Socialiste également, qui toutes ont pris leurs responsabilités en nous soutenant, en comprenant ce que signifiait cette grève de la faim. Nous y avons gagné l'unité, puisque c'était Sud qui était en grève de la faim et c'était pas joué d'avance. Et encore merci à nos camarades de la CGT qui ont su être présents avec nous sur cette question-là, depuis tout le temps de notre action. Donc nous avons gagné tout ça. Qu'est-ce que peut faire une gauche de gauche aujourd'hui? Mais ma foi, se battre pour qu'il y ait aussi des lois, pour soutenir nos luttes bien sûr, mais pour qu'il y ait également des lois progressistes, des lois en particulier sur la procédure disciplinaire, où les patrons sont juges et partis. Il faut arrêter cela. Des lois également pour nous donner plus de pouvoir à nos représentants syndicaux, à nos délégués du personnel, pour empêcher que les directions ne fassent n'importe quoi, puissent licencier, puissent réprimer. C'est cela que nous attendons de vous, camarades, que l'unité se fasse à la base, que l'unité se fasse partout entre vous pour nous donner des forces. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. L'unité vaincra. Merci, Thomas. Vous pouvez d'ailleurs suivre les épisodes de cette mobilisation de solidarité dans les colonnes de l'unité. Comme vous pouvez suivre également un autre conflit. Je voudrais saluer la présence dans la salle de salariés de Téléperformance. Téléperformance, c'est un sous-traitant d'Orange et de SFR qui compte plus de 100 000 salariés dans le monde et 8 000 en France. C'est le numéro 1 de la relation client, comme on dit, avec un chiffre d'affaires 2009 de près de 2 milliards. Depuis juin dernier, les salariés sont mobilisés contre des délocalisations qui supprimeraient les sites de Lyon, Paris, Pantin et Montigny-Bretonneux. Par deux fois, la justice a jugé illégales les procédures de licenciement, mais la direction persiste dans sa logique de dumping social et de casse de l'emploi au nom de la rentabilité à deux chiffres. Soit dit entre parenthèses, le président du directoire de Téléperformance s'est octroyé 7,2 millions d'euros en 2009. Mais il me propose... C'est comme ça, il ne propose que 7 000 euros à ceux qui veulent licencier et qui ont 10 ans d'ancienneté. Alexandre Passadelis est salarié et syndicaliste du centre d'appel de Montigny-Bretonneux. Il est aussi candidat aux élections régionales sur la liste du Front de gauche dans les Yvelines. Il porte l'exigence d'un mouvement social fort et de débouchés politiques pour un changement radical de société. Alors on vient d'évoquer des luttes de salariés. Je voudrais aussi en évoquer une qui concerne les jeunes, qui concerne les lycéens, avec Clara Paul Zemmour de l'UNL. L'an dernier, cette année encore, les lycéens sont engagés dans un certain nombre de mouvements. L'an dernier, ils ont fait l'actualité avec les étudiants. Quelles sont les raisons qui motivent fondamentalement leur mobilisation? Alors, bonjour d'abord et merci au Front de gauche d'inviter les lycéens mobilisés et l'UNL à intervenir lors de ce lancement de campagne. Effectivement, depuis l'année dernière et particulièrement cette fin d'année 2009, de nombreuses mobilisations lycéennes ont eu lieu sous différentes formes et dont le mot d'ordre principal a été le refus de la politique menée par le gouvernement, le refus de la construction d'une école à deux vitesses. En effet, les lycéens mobilisés refusent qu'on saigne les budgets des établissements publics pour augmenter de 20% ceux de l'école privée. Les lycéens mobilisés ne veulent pas du démantèlement de la carte scolaire qui crée des lycées d'élite et des lycées poubelles. Les lycéens mobilisés ne veulent pas d'une réforme du lycée mise en place dans un contexte où des options sont supprimées chaque année, où les élèves se retrouvent à plus de 40 élèves par classe et où le caractère pédagogique de la formation des enseignants est supprimé. Les lycéens ont été les premiers à faire reculer le gouvernement de Nicolas Sarkozy l'année dernière contre une réforme qui préparait un lycée light et un bac dévalorisé, et ils comptent bien cette année à nouveau être en première ligne pour les combats qui s'annoncent. Ces combats sont les suivants. Luc Châtel veut poursuivre la destruction de la carte scolaire. Nous mènerons la bataille pour un lycée vecteur de progrès social et de cohésion sociale.
Le gouvernement veut, après le meurtre d'un lycéen la semaine dernière, en profiter pour mettre en place des mesures sécuritaires. Nous l'inviterons fermement à se pencher sur le malaise social qui traverse la jeunesse, qui entraîne de tels événements. Les rapprochements constants entre la droite et l'extrême droite, les déclarations traditionnalistes de Sarkozy dans la Drôme et la stigmatisation des jeunes par le gouvernement et par les mesures qu'il prend montrent la place qu'il réserve à notre génération et la logique réactionnaire qui l'anime. Les jeunes ont besoin d'une école qui leur permette de comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'une école qui les amène vers l'autonomie intellectuelle, d'une école qui les fasse accéder au diplôme, seul bouclier pour eux face à la crise. L'UNL et les lycéens se battent aujourd'hui pour cette école-là. Je voudrais terminer en disant que l'UNL, porte-parole de ces lycéens mobilisés, veut pouvoir, dans les mois qui viennent, dans les mois de campagne qui viennent, faire confiance au Front de gauche et à l'ensemble des forces politiques de gauche pour porter un projet de société qui pose comme priorité l'accession de l'autonomie pour tous les jeunes et que l'ensemble des forces politiques de gauche soient à nos côtés lors de la journée de grève unitaire du 21 janvier. Merci. Absolument, Clara, et je tiens aussi à remercier votre nom à tous, très particulièrement Yann Cochin qui sort d'une grève de la faim et dont nous mesurons tous ici ce que ça représente d'être là avec nous. Cela nous touche, nous donne du courage parce que ceux qui vivent sur ce minutes comme vous êtes Toronto. Et quand je dis tous, maintenant je parle de 4000 personnes puisque la salle est désormais pleine. Et donc je vous félicite, je nous félicite d'être aussi nombreux aujourd'hui. On va pouvoir commencer avec le plaisir d'écouter les représentants des partis politiques de l'autre-gauche qui justement portent ces listes ensemble à gauche. Et je veux donner la parole en tout premier lieu aujourd'hui au député du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, président du Parti de gauche. Parmi les organisations politiques qui ont organisé ce rassemblement, je me dois d'assumer des devoirs particuliers liés à cette première position. Au nom de tous, j'adresse à chacun les vœux d'usage en cette période, qu'ils soient un message de solidarité. D'abord à ceux qui sont dans les difficultés de l'existence. Ensuite, à tous ceux qui sont à cette heure dans les épreuves de la lutte, à ceux qui affrontent la répression, à ceux qui se dévouent pour les autres, militants syndicalistes, militants associatifs, cohortes au crâne dur, têtes rebelles qui ne se laissent pas faire et qui, comme l'a chanté Jean Ferrat avec humour et fierté, en troupe, en ligue, en procession et parfois tout seul à l'occasion, pétitionnent, manifestent, font la grève. Bref, les héros du quotidien de la gauche de combat. Meilleurs vœux à notre France, celle des rébellions et des révolutions qui constituent le cœur de l'identité qu'elle a aux yeux du monde. Je remercie donc les centaines de militants qui se sont dévoués pour réussir cette réunion. C'est une nouvelle occasion de rappeler que notre première force, c'est nous-mêmes, le grand nombre présent partout, chacun de nous dans le milieu où il évolue, comme des poissons dans l'eau parmi les nôtres, le peuple immense qui fait la force, la puissance et la grandeur de ce pays. Amis, camarades, dans 51 jours, nous allons à la rencontre de notre souverain et de notre seul maître, le suffrage universel. Nous allons proposer au pays, en votant pour nos listes, de répondre avec audace et détermination aux défis inouïs de ce moment si particulier de l'histoire humaine et de notre patrie républicaine. Puisqu'un mandat régional s'achève, je commence d'abord par remercier, avec chaleur et fraternité, tous nos élus sortants qui ont mené en notre nom les combats pour lesquels nous les avions mandatés dans ces assemblées. Amis, camarades, on nous a reproché
ici et là, d'être presque en retard au démarrage. Eh bien, voici ce que vous pouvez voir de vos propres yeux. Nous sommes prêts, nous sommes unis, et c'est nous qui faisons le premier meeting politique de la campagne des élections régionales. Au nom des partis, organisations, réseaux et personnalités qui composent notre alliance Ensemble pour des régions de gauche, je déclare ouverte la campagne électorale de nos listes. N'est pas pour nous un événement comme un autre. Avec leurs bulletins de vote, des milliers de gens éloignés de toute politique le reste du temps accomplissent à cette occasion, avec leurs bulletins de vote, leur seul acte politique. C'est le moment où la dignité de citoyen accomplit son devoir essentiel, décider ce qui est bon pour tous. Et rappelons-le, dans le secret de l'isoloir, chacun est libre et le bulletin de vote du subordonné peut annuler celui du puissant qui, le reste du temps, commande à tous et en tout lieu. C'est bien pourquoi le droit de vote est si précieux et pourquoi il coûte encore tant de sacrifices de par le monde. Un jour de vote pèse sur tous les événements ensuite des mois et des années durant. Le vote est le moment d'un rapport de force dans la vie sociale et revendicative. Vous souvenez-vous de ce qui nous en a coûté de peines supplémentaires quand la droite est sortie en tête des élections européennes, alors même que les syndicats avaient réussi une série de mobilisations tout à fait inouïes dans notre pays. En ce moment, déferle une vague de répression de l'action revendicative qu'elle vise à criminaliser, tout à fait sidérante. Les puissants frappent à coups redoublés. Bien sûr, ils se croient tout permis, parce qu'ils se savent protégés par un pouvoir politique qui les cajole, même quand parfois ils ne demandent rien. Mais ils frappent fort et cruellement pour que ça se voie, pour que ça se sache, pour que ça fasse très peur. Et ça fait très peur à ceux qui luttent ou qui n'osent pas lutter parce qu'ils sont enchaînés à la difficulté de voir demain le jour se lever et savoir de quoi vivre. Peur pour notre France qui n'a pas besoin des débats moisis de M. Besson pour savoir quelle est son identité sociale. Cinéma d'épouvante, voyez par exemple, comme l'a dit Yann Cochin, à GRDF, des rétrogradations à quelques mois de la retraite, pour être certain que celui qui est puni paye jusqu'à son dernier souffle l'audace de s'être opposé aux puissants. Voyez ces amendes monstrueuses infligées aux travailleurs de Continental, punis sur la base des seules dénonciations de quelques dirigeants, au nom d'une responsabilité collective qui n'existe pas dans notre droit. Voyez les rafles de ces malheureux à Calais, voyez les expulsions de ces femmes et de ces enfants, salissant l'image de la patrie des droits de l'homme. Voyez ces mises en scène cruelles d'expulsion. Il s'agit de réduire tout le monde au silence. Nous disons à chacun, si dure soit ta condition dans l'entreprise, si terrible que soit la loi de la peur qui s'impose à toi, le bulletin de vote, c'est ta part de liberté que personne ne peut te confisquer. C'est ta part de dignité inaliénable. Vote, vote pour exister, vote pour affirmer ta dignité. Il peut accomplir, voyons grand, ne perdons jamais de vue que les élections régionales sont des élections nationales. Des élections de proximité, nous dit-on, bien sûr, on le sait. Mais à proximité, on ne rencontre que des problèmes généraux. Emploi, éducation, santé, environnement. Ces élections régionales posent donc tous les
problèmes de la vie du pays. Elles doivent donc confronter des choix différents. Il faut parler de tout compte qui peut motiver la conscience civique, tout, la lutte sociale la plus immédiate et la plus proche, comme l'exigence du retrait d'Afghanistan. Parlons de tout, parce que tout se tient. Faire qu'un débat puisse avoir lieu, que les citoyens puissent trancher en connaissance de cause. Ne perdons jamais de vue l'exigence de débats argumentés. Je forme donc le vœu que le service public de l'information en région ne recommence pas la politique d'exclusion qu'ils nous ont appliquée aux élections européennes. J'en appelle à la conscience des salariés de ces stations pour qu'ils soient solidaires de notre combat pour la liberté d'expression, comme nous le sommes de leur lutte sociale. Les électeurs a une ambition pour leur pays tout entier. Le grand nombre se méfie à juste titre de ceux qui leur promettent d'improbables paradis locaux. On ne peut pas entendre dire de tous côtés, il y a crise financière mondiale, il y a crise écologique planétaire, et faire ensuite comme si tout cela s'arrêtait aux portes des régions. Puisque le monde est en train de changer aussi brutalement, il faut dire que toutes les politiques régionales, j'ai bien dit toutes, doivent changer à leur tour pour affronter ces deux urgences. Ne laissons pas rabougrir le débat des élections régionales en une petite série de plébiscites locaux personnels à propos des grands ducs régionaux. Il faut prendre la mesure du moment. La vie est de plus en plus dure avec la crise financière. 10 millions de personnes ont basculé dans la précarité et la pauvreté. On ne peut pas continuer comme avant. Une gauche routinière et autosatisfaite doit s'effacer. Une gauche de combat et d'innovation doit prendre la relève. Nous voulons battre la droite pour appliquer des politiques qui mettent le peuple dans l'appétit de nous, maintenant, 2012 et après. C'est notre devoir d'empêcher que la signification politique nationale de cette élection soit masquée. Cette élection est trop importante pour le rapport de force. Je vous demande d'y réfléchir un instant. Dans quelques semaines, vont déferler des mesures d'une exceptionnelle gravité. Je n'en mentionne que deux. Par exemple, la taxe carbone. Elle revient. Elle défigure le combat écologiste pour en faire le prétexte d'une imposture fiscale qui va accabler les ménages sans aucun profit environnemental mesurable. Et la nouvelle réforme des retraites. Tous vous savez quelle incroyable régression se prépare. Disons alors franchement autour de nous qu'il n'y a qu'un seul et unique bulletin de vote de résistance intransigeante sur ce sujet. Le nôtre, voter avec nous, c'est voter pour un message net, clair, de résistance sociale, tous azimuts. Je n'ai pas peur de le dire. Nous ne cherchons à récupérer aucune lutte. Nous ne donnons de conseils à personne dans le combat social. Mais nous sommes d'accord pour être récupérés par tous ceux qui veulent lutter. Nous voulons qu'elle montre l'exemple social en introduisant la clause de préférence sociale dans les attributions de marché public. Nous voulons qu'elle sorte complètement tous les services publics de la loi du marché. Nous voulons qu'elles accèdent à la propriété sociale des moyens de production. Cette élection est aussi un moment pour formuler un message écologique clair. Mettons les points sur les i. Il n'y a pas d'écologie efficace possible dans un soi-disant au-delà de la droite et de la gauche. La catastrophe écologique qui s'avance ne peut être affrontée sans un changement profond du mode de production et d'échange qui libère l'activité économique de la dictature de l'actionnariat, du profit, du court-terme, le capitalisme vert est une foutaise, une mystification. Et tout le monde comprend bien que dans ce capitalisme vert, ce n'est pas la couleur qui est le problème. Ce message s'adresse aux dirigeants de la droite de notre pays et du monde qui ont fait à Copenhague la démonstration
qu'ils étaient incapables de répondre à leurs responsabilités et à leurs devoirs devant l'humanité. À ces dirigeants d'Europe écologique qui prétendent unir dans un même mouvement des ministres de droite pas en vert avec des militants de l'écologie sociale et solidaire depuis toujours. Dans les régions, nous réclamons la rupture écologique, c'est-à-dire l'injonction des normes écologiques dans tous les compartiments de l'activité. Nous voulons des comités de planification écologiste comme nous l'avons proposé les parlementaires communistes, les parlementaires du parti de gauche à l'Assemblée. Nous voulons une politique de relocalisation de l'activité industrielle. Amis, camarades, nous voilà en campagne. Attention, attention à la maladie de la grosse tête qui vient de frapper de nouveau nos amis socialistes. Ils sont persuadés qu'ils vont gagner 30 régions sur 22. C'est une part de l'homme. C'est très dangereux. Ça ne correspond pas au moment que nous vivons. Nous, l'Alliance Ensemble pour des régions à gauche, nous avons une responsabilité particulière dans cette élection. C'est à nous de ramener au combat civique des milliers de gens totalement désorientés, qui ne croient plus en rien ni en personne. Ils s'abstiennent de plus en plus, que l'élection soit nationale ou locale, comme on l'a vu des municipales aux européennes. D'élection en élection, en France comme dans toute l'Europe, la crise de la démocratie se traduit d'abord par ce silence grandissant de la voix du peuple. C'est la force et l'audace de notre proposition qui doivent convaincre que ça vaut la peine d'aller voter, et non l'espoir d'illusoires rangs de situation ou les postures crispées purement idéologiques. Mais la crédibilité des programmes se vérifie aussi en regardant les alliances qui les portent. Nous sommes ancrés à gauche, rien qu'à gauche. Pas question de transiger là-dessus, ni au premier, ni au deuxième tour, avant d'entendre. Inquiète, désorganise et donc démobilise. Nous refusons l'alliance avec le modèle. Notre refus de l'alliance avec le modèle est fondé sur la lecture de son programme. Il est vrai qu'il est déjà prévenu par son histoire et le parcours politique de ses dirigeants. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est du sectarisme. Nous sommes plus respectueux de l'identité du modèle et de ses militants quand nous prenons au sérieux leur programme qu'en faisant comme si on n'en avait aucun et que dès lors il serait soluble dans n'importe quelle tambouille électorale. J'ai lu M. Draghi, je l'ai écouté, je sais qu'il veut combler le déficit du budget de l'État par l'augmentation de la TVA. Et de même pour le déficit de la sécurité sociale. J'ai vu qu'il veut encore 8 milliards d'exemptions de cotisations sociales. Je l'ai vu soutenir le contrat Kleenex première embauche et ainsi de suite. Alors, je dis poliment, en notre nom à tous, non. Cette politique, c'est la droite. Et sa déclinaison régionale préparerait un futur électoral dont nous ne voulons pas pour notre pays. Le retour aux alliances pourries de la 4e République, ce n'est vraiment pas un signe de modernité. Cette question est décisive pour l'avenir de la gauche et c'est pourquoi nous attendons avec impatience de connaître la position des Verts sur ce sujet. Elle sera déterminante pour le rapport de force au deuxième tour sur cette question à l'intérieur de la gauche. Il est temps de dire qu'avec le modèle en bagage accompagné, le PS ne fera pas des additions d'électeurs, mais des soustractions, à commencer par celle de nos suffrages. Nous voulons faire des additions, et nous commençons avec notre alliance. Mais dans ce domaine, n'oublions pas de commencer par ce qui est au plus près de nous, c'est-à-dire nous-mêmes. Un effort personnel est demandé à chacun d'entre nous, ne comptez sur personne d'autre pour faire qu'on veuille à votre place. Effort d'engagement, camarades, toute contribution militante ou matérielle est précieuse. Effort de solidarité. C'est le moment de surligner. Je dis ça pour les journalistes pour la version écrite de nous aussi. Il n'y a pas de place parmi nous pour les compétitions de personnes
qui ridiculisent les partis qui s'y abandonnent et démoralisent la gauche. Région par région, tous unis, tous solidaires. J'y apporte de grand cœur ma propre part personnelle. En adressant à Pierre Laurent, notre tête de liste en Ile-de-France, mes félicitations pour la mission de Notre union est la première condition de la confiance parce qu'elle est la première preuve de notre volonté réelle de changer la vie. Qui prétendrait atteindre tout seul le but que nous proposons à la France est dérisoire. Et notre peuple ne s'y trompe pas. Notre union, c'est notre valeur ajoutée et notre utilité à gauche. Les gens sentent que notre union est un ferment actif et contagieux. Parfois, elle prend un visage spectaculaire. Voyez comment, dès le premier tour, rassemblés sur l'essentiel pour faire face à ce qui nous est le plus odieux. En Languedoc-Roussillon, nous attaquons autour de René Revol dès le premier tour, toute bouclée l'élection de les citoyens. Les partis qui constituent le front de gauche ont la fierté d'avoir fourni un point d'appui qui permet aujourd'hui un rassemblement plus large. Parce que cette union se confirme et s'élargit d'une élection à l'autre de bien des façons. Nous sentons tous qu'elle devient irréversible. Travaillons de toutes nos forces pour lui faire franchir victorieusement cette nouvelle étape. Parce qu'une base plus forte nous sera alors donnée pour continuer. Continuer jusqu'à ce que nous accédions au gouvernement de ce pays. Et grâce aux élections nationales, celles qui viendront jusqu'en 2012 et après, je vous appelle à mener cette campagne en marchant du pas tranquille de ceux qui savent où ils vont. Il n'y a pas de parcours sans difficulté, mais il n'y en a pas non plus sans opportunité. Pour dominer les unes et saisir les autres, il faut avoir confiance en nous. Et plus que tout, confiance dans l'énergie de notre peuple. La France peut relever tous les défis, pour peu qu'on lui propose des moyens d'action et des lignes d'horizon élevées. Notre peuple ne fonctionne pas au rabais de l'ambition. Mettons-nous pas dans l'audace de nos frères d'Amérique latine qui viennent de remporter une nouvelle série d'élections présidentielles. La question n'est pas de savoir si nous pouvons le faire et le réussir, mais de savoir comment nous pouvons le faire, autrement que comme nous avons commencé à le faire. Autonome, ne demandant la permission à personne d'exprimer nos positions politiques et unitaires à la fois. Mais plus que tout, la question est, en avons-nous l'ambition? Nous l'avons. Et en avons-nous la volonté? Prouvons-le dans cette élection. Bon vent, ensemble, pour des régions à gauche. Sociale et écologique, j'invite à prendre la parole. Les amis m'avaient dit que ce ne serait pas un cadeau d'intervenir après Jean-Luc Mélenchon, qui est passionnant, et que pour ma part, j'aurais écouté sagement et amusé à certains moments pendant un bon quart d'heure de plus. Donc, d'autant plus que je représente là une organisation peu connue de vous, qui s'appelle la Fédération pour une alternative de gauche, non, sociale et écologique, de gauche quand même. De gauche quand même. Pour ma part, j'ai déjà fait la campagne il y a 6 ans, c'était en commun entre l'Alternative citoyenne et le Parti communiste, notamment en Ile-de-France,
Donc pour moi, aujourd'hui, je dois représenter une organisation et dire ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous regroupons des militants et des forces qui veulent une transformation de la société pour sortir du capitalisme en développant d'autres productions, d'autres règles, d'autres rapports sociaux, d'autres rapports aux institutions. Nous le savons bien, par ailleurs, c'est en agissant ensemble, dans le respect de tous, que les liens vont se créer et ainsi permettre une unité plus forte. Nous voulons donc un rassemblement de toutes les composantes, un brassage des traditions, des dynamiques de toutes celles et de tous ceux qui ne se résignent pas. Et nous disons par avance oui, oui à toute forme de lien durable à l'issue de cette campagne que nous aurons menée ensemble. Nous faisons tout notre possible depuis des mois pour que l'unité la plus large se réalise. Au conseil régional, nous remercions le Front de gauche qui a permis que les rencontres et les discussions aient eu lieu depuis le mois de septembre, nationalement et dans les régions. Nous regrettons évidemment que la direction du NPA ait quitté ce cadre, alors que les discussions avaient bien avancé. Pourquoi ce qui a été réalisé en Languedoc-Roussillon, ensemble plus le NPA, ne serait pas possible partout? On sait sur quoi insistent ces camarades. Ils refusent de participer à des majorités ou des exécutifs régionaux pour ne pas se soumettre à des politiques sociales libérales portées par la direction du PS et aussi par une partie d'Europe Écologie. Mais nous avons tous clarifié notre volonté de changer les majorités des conseils régionaux. C'est justement pour donner une franche impulsion à gauche et faire, après le premier tour, le meilleur choix possible pour la poursuite des mobilisations populaires. Donc franchement, disons-le, ils devraient être avec nous et nous menons la meilleure campagne ensemble. Si nous le faisons bien, parions que dans un avenir proche, ils seront bien amenés à être avec nous. Bien, il nous faut donc mener cette campagne en y appelant à participer dans un cadre collectif et ouvert toutes les forces qui le souhaitent. Ici, je dois préciser deux choses qui vont être surmontées. Je pense à une série d'amis qui, pour le moment, n'ont pas eu les réponses qu'ils souhaitent, dans la région parisienne notamment. Les militants du mouvement social, par ailleurs membres du NPA, et aussi Patrick Rouzet, et Clémentine Autain, et aussi les militants du mouvement des quartiers populaires. Il faudra faire un effort dans les jours qui viennent pour que cette dynamique de la liste ensemble soit encore élargie dans la région Île-de-France. De même, dans diverses régions, la fédération que je représente a proposé certes peu de candidats. Personne ne veut ici prendre la place aux autres. Mais il faut marquer la volonté dans l'unité. Après des mois d'efforts, ne laissons faire aucune rupture des accords possibles. Aucune rupture, dans aucune région. Les rencontres sont prévues pour en discuter. Oui, nous voulons que tous les listes ensemble dans les 17 régions au moins, et partout où cela est possible, qu'elles s'élargissent au NPA majoritairement, comme en Languedoc-Roussillon, ou des minorités du NPA. Oui, nous voulons cela. Ces corrections, ces appels à l'élargissement seront, pour nous, de notre part, nous le pensons, réellement entendus. Les enjeux sont trop importants. Je ne vais pas tous les répéter, Jean-Luc en a parlé en détail. Prenons trois enjeux brièvement. Il y a un enjeu pour les régions elles-mêmes. Résumons bien. Nous voulons en finir avec ces régions dont une grande partie de la population ne sait plus si ce sont des régions de gauche ou de droite. Pour cela, il faut avoir des groupes formés par les élus d'ensemble qui participent autant qu'il est possible aux majorités, à partir des exigences développées pendant la campagne, en soutien aux luttes, en soutien aux travailleurs qui refusent les licenciements, pour reprendre les entreprises, avec les aides, pour que les emplois utiles soient maintenus, pour des logements et des transports qui favorisent l'emploi, tout en développant des solutions écologiquement soutenables. Je ne vais pas ici développer
tout ce que notre campagne va rendre et veut rendre réalisable. Le second enjeu, Sarkozy lui-même l'a dit, affaibli, il veut malgré tout faire de ces élections un test. Faisant-en même. Les résultats du premier tour sont effectivement décisifs pour avoir au second tour des fusions sans le modèle, mais des fusions qui se feront sur un vote qui est le rejet des mesures de Sarkozy, des mesures de Sarkozy sur les mesures antidémocratiques, les mesures sur la poste, l'ensemble des mesures qui sont préparées. Je ne vais pas reprendre pourquoi sans le modèle. Jean-Luc l'a détaillé. On a tendance à ne pas le détailler suffisamment, le traiter comme si c'était une organisation ou des problèmes électoralistes. C'est un problème de son programme, c'est un programme libéral, de répression continuelle, et donc c'est une raison fondamentale. Je pense qu'on a tort de ne pas dire, on aurait tort de ne pas dire assez dans cette campagne, que même si ce n'est pas un enjeu au sens strict et régional, il faut prendre position pour l'ensemble des droits politiques et sociaux, pour les sans-papiers, pour les immigrés, qu'on doit prendre position contre la politique de la peur, la politique de la répression, qui fait qu'on se méfie tout le monde, des jeunes, des immigrés, des blancs. Et enfin, un dernier enjeu qui est de construire ensemble pour que ces élections tracent les étapes suivantes. Marquons bien que toutes les forces à la gauche du PS doivent s'unir durablement. Comme je savais que je n'allais pas répondre Jean-Luc, j'ai écrit là, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, cela doit être un accord qui durera pour les années qui viennent. Et pour simplifier une chose qu'il faut dégager, je crois, nettement, nous savons tous que le PS sera là, encore là. Mohamed Besmas, les quartiers populaires, aurait pu le résumer comme ça ici, s'il était à la tribune, puisque c'est comme ça qu'il a expliqué à la direction du NPA que ça n'allait pas, il s'est trompé un petit morceau. On sait que le PS sera là. On ne veut pas être la série des petits qui sont obligés de dire au second tour on appelle à voter pour sans avoir créé un rapport de force suffisamment alternatif au système. Et c'est pourquoi nous voulons un cadre commun de ces campagnes pour la suite, de façon à bien marquer contre la droite, oui bien sûr le minimum, mais en même temps prépare la suite, parce que nous ne sommes pas unis dans cette campagne ensemble pour des régions à gauche, comme le croient un certain nombre d'organes de presse, en voyant qu'on a eu des temps de discussion. On n'est pas ensemble pour se chamailler. Les temps de discussion servent à surmonter les désaccords. Et une fois qu'ils sont surmontés, on doit avoir la force que justement on les a surmontés, qui peut donner davantage de dynamique. Et donc, ensemble, vraiment pour des régions à gauche, solidaires, écologiques et citoyennes. Chers amis, chers camarades, elles sont grandes, nos attentes, à nous tous. De France. Et aussi les attentes de tous ces fronts de lutte et de résistance qui se sont développés depuis le premier jour où Sarkozy a pris les manettes du pouvoir. Et enfin, des attentes de ces peuples, et je pense en particulier de ces peuples d'Afrique, qui subissent et combattent les mêmes politiques que nous combattons ici. Alors, à ces attentes, il faut que nous, les partis et les organisations de la gauche de transformation sociale, nous y répondions
et vite et clair. Cette vraie gauche qui se bat, qui ne se plie pas, qui ne renonce pas, elle doit s'unir et se battre ensemble. C'est ce que nous avons commencé à faire aujourd'hui. Ça a commencé dans les régions. Ça continue par ce formidable meeting. L'unité, je ne vous l'apprends pas. C'est un combat. Un combat de tous les jours. Et c'est peut-être la première rupture que nous devons mener nous-mêmes. La rupture avec cette désunion qui fait tant de tort à la gauche, à la vraie gauche de transformation sociale. Nous faisons des pas aujourd'hui dans ce sens. Nous devons apprendre à travailler, à lutter ensemble. Notre ennemi, bien sûr, c'est Sarkozy. Le capitalisme! Ça vient. Mais c'est aussi, et il faut le dire, nous aurons aussi à lutter contre les idées de la social-démocratie, du social-libéralisme, qui renonce à transformer la société et qui renonce à rompre avec le capitalisme. Mais c'est aussi de lutter contre les idées de l'écololibéralisme, qui est une nouvelle roue de secours à ce système qui est en crise. Et ce que nous avons à combattre, nous, en particulier, c'est l'abstention. L'abstention qui gagne les milieux populaires, qui gagne la classe ouvrière, qui gagne les jeunes. Mais pour cela, il faut un langage clair de rupture. C'est l'enjeu de cette campagne. Pour que les régionales montrent notre volonté de rupture, aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau des régions, avec des propositions concrètes que nous allons élaborer avec les acteurs du mouvement social, ceux qui sont ici et tous ceux qui se battent depuis des mois dans la rue, avec tous les travailleurs en lutte, avec les habitants des quartiers populaires, avec ceux de nos campagnes qui sont délaissés. Alors, toute la gauche de transformation sociale n'est pas encore là. Il faut encore travailler à la gagner. Mais nous l'avons déjà fait. Rappelez-vous, cette campagne formidable pour le non au traité constitutionnel européen. Nous avions réussi à nous unir et nous avions réussi à gagner les milieux populaires pour un non de gauche, un non contre le libéralisme et le social-libéralisme. Alors, ce que nous avons réussi à l'époque, il faut que nous le réussissions aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas juste de faire un petit tour de piste, mais de mener un vrai combat, et un combat pour gagner. Ça a commencé aujourd'hui. Sarko, il a dit qu'il allait mettre son bilan dans la campagne. Eh bien, tant mieux, parce que comme ça, ce sera plus facile de le combattre, de le dénoncer et de gagner. Nous savons bien qu'il y a 2 tours, et qu'au 2e tour, il faudra compter avec le PS et avec d'autres. On le sait. Mais plus les listes ensemble seront fortes, plus elles auront de voix, plus nous pèserons. Alors notre parti, avec toutes les organisations de cette alliance ensemble pour les régionales à gauche, nous sommes bien décidés à y aller, à travailler au succès de cette campagne, et ce sera, nous en sommes persuadés, un pas important dans la construction d'un front véritablement de gauche, de rupture avec ce système. Alors allons-y, dès aujourd'hui, et on y gagnera. Merci. Merci, M. Lucien Jalabon, porte-parole de République et Socialisme. Chers amis, chers camarades,
République et socialisme est heureux de se retrouver en campagne avec Ulysse ensemble pour des régions à gauche, solidaires, écologiques et citoyennes. On nécessite une gauche fidèle aux valeurs républicaines et socialiste qui a son histoire. Pour nous, seul le front de gauche était porteur de cet espoir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons répondu favorablement à son offre de construire ensemble un large rassemblement. Pour nous qui sommes des républicains et des socialistes, nous ne saurions accepter une stratégie à géométrie variable. Bien que ces élections aient avant tout un caractère régional, elles s'inscrivent dans la lutte contre ce pouvoir réactionnaire de droite, incarné aujourd'hui par Nicolas Sarkozy. Comment pourrions-nous accepter cette mise à l'encan de toutes les conquêtes du Front populaire et du Conseil national de la résistance? Nous ne pouvons pas rester inertes face à ce rouleau compresseur, bradant nos services publics, nos libertés et n'ayant comme politique qu'une seule méthode, monter les Français les uns contre les autres, par catégorie, par origine, par religion, et cela est inadmissible. C'est une remise en cause directe par ce gouvernement du principe de laïcité. C'est la porte ouverte à tous les communautarismes, à toutes les démagogies. Le gouvernement continue à s'attaquer probablement à la fonction publique et aux services publics. C'est une dégradation continuelle avec des réductions d'emplois, le recours accru à la contractualisation, à la privatisation. La réduction des services publics concerne certes notre pays, mais également les collectivités territoriales. La réduction à 8 des directions régionales, par exemple, à 3 au niveau départemental est pour nous un non-sens. Cela laissera le champ largement ouvert au secteur privé pour occuper les espaces abandonnés par la responsabilité publique. Le renforcement de la mainmise du pouvoir présidentiel par le moyen des nouvelles compétences conférées au préfet des régions, relais majeur du pouvoir central, dénaturera le statut actuel des régions dans le but et l'espoir de les soustraire à l'opposition. Ces préfets de région, véritables proconsuls, maîtres d'œuvre de la réforme des collectivités territoriales, définiront les périmètres des métropoles, présideront au regroupement concernant les départements et les régions. Ils accentueront au niveau des collectivités territoriales la présidentialisation du régime et sa dérive bonapartiste. Et c'est l'ensemble des administrations, affaiblies elles aussi par l'effet combiné d'une part de la LOF, d'autre part par la GPP, entraînant une réduction des effectifs et des moyens de fonctionnement qui sont dans l'œil du cyclone. La privatisation ou la mise en société anonyme, mais franchement, où est la différence? Les entreprises publiques doivent être combattues et les régions doivent être aussi un outil au service des citoyens pour essayer d'empêcher cela. Les régions devront aussi mettre en place les outils nécessaires à une maîtrise d'une des richesses de notre planète, à savoir l'eau. Ce gouvernement socialicide décide de rien. Pour le MEDEF et les libéraux, Nicolas Sarkozy est le rêve fait homme. Plus aucun tabou n'existe désormais. Toutes les avancées sociales peuvent être mises en cause jusqu'au remboursement des soins et l'exonération des indemnités. Il n'y a pas jusqu'au droit de grève et la reconnaissance syndicale qui nous soient menacés. À ce titre, le combat exemplaire que mènent les camarades de GRDF est exemplaire. Notre programme pour les régionales va mettre au cœur de ces préoccupations la défense du service public et le maintien de ceux-ci, notamment des services publics de proximité. Nous devons aussi mettre nos régions en situation de refuser l'application de directives européennes contraires à l'intérêt général et notamment la directive service. Nous devons aussi, dans nos régions, améliorer et renforcer les transports publics et initier un vaste programme d'énergie. Quand ce gouvernement anti-syndical, anti-salarial, ce pouvoir à la solde du MEDEF et du capitalisme financier et de la mondialisation, unissons-nous. Nous sommes tous ensemble
les seuls à gauche à être cohérents. Nous ne mélangeons pas la chèvre et le chou. Nous n'appelons pas aujourd'hui à garder un service total 100% public après avoir voté le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht et le traité de Nous sommes résolument opposés à une politique d'austérité de l'État aux municipalités en passant par les régions. En mettant en place des élus issus de nos listes, nous permettrons non seulement de garder les régions à gauche, mais également et surtout de créer un point d'appui pour la mise en place du bouclier social. Oui, tous ensemble, organisations politiques de gauche, syndicalistes et tous ceux qui luttent pour maintenir le pacte républicain, unissons-nous, affichons la droite une défaite à la hauteur de son mépris pour le monde du travail. Oui, c'est tous ensemble, par notre victoire, que nous redonnerons espoir aux classes populaires et poserons les jalons nécessaires à la reconstruction d'une gauche digne de ce nom. De me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Ceux qui ne savent pas, l'appel des appels a fédéré de nombreux mécontentements dans le mouvement social, les mécontentements des personnels de justice, des personnels de santé, des personnels de l'éducation spécialisée, des personnels de l'enseignement et plus particulièrement pour mon engagement, le problème effectivement de la santé publique, le problème de l'hôpital actuellement. On sent l'embellie à juste titre du fait qu'à plusieurs reprises, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le système de santé français de l'un des meilleurs du monde. Et je pense que c'est vrai. L'hôpital public est plébiscité par la population. Quels que soient les sondages, il redonne toujours à peu près le même résultat, plus de 80% de personnes satisfaites. Et pourtant, le pouvoir actuel veut le détruire à travers deux réformes qui sont aussi pernicieuses l'une que l'autre. D'une part, la fameuse loi sur la nouvelle gouvernance hospitalière, que l'on appelle techniquement hôpital, patient, santé, territoire, et qui est plus tristement connue sous le nom de réforme Bachelot. Et d'autre part, le financement de l'hôpital par ce que l'on appelle la tarification à l'activité. Qu'est-ce que sont ces deux mesures? Eh bien, elles signent la disparition du service public hospitalier. C'est ce qui est écrit dans la loi hôpital, patient, santé, territoire. Le service public hospitalier n'existe plus, il s'y substitue de vagues missions publiques qui peuvent être organisées par n'importe qui, y compris le privé à but lucratif. C'est un oubli complet des politiques de santé à long terme. En effet, un financement par la tarification à l'activité, cela implique nécessairement une dérive vers ne plus faire que ce qui serait entre guillemets rentable et ne plus s'occuper de ceux qui ne le seraient pas, ne plus s'occuper des malades qui n'auraient pas de couverture sociale, ne plus s'occuper des malades qui ne seraient pas suffisamment intéressants pour le système. C'est quelque chose qui doit être refusé, c'est une évidence. Que fait également cette loi? Elle transforme le directeur de l'hôpital, qui n'en a jamais demandé autant, en espèce de PDG d'un organisme qui devrait être rentable, qui devrait avoir la même logique que la logique entrepreneuriale, sous l'égide d'une espèce de tutelle, d'une force inouïe de l'agence régionale de santé, les directeurs étant nommés et uniquement responsables devant cette espèce de super préfet sanitaire et étant nommés sur des objectifs essentiellement financiers. C'est-à-dire, c'est extrêmement simple, effectivement, d'avoir des objectifs financiers atteints en 3 ans dans un hôpital. Il suffit de licencier la moitié du personnel, ou en tout cas de ne pas les renouveler, ce que l'on voit actuellement. Les non-renouvellements des départs à la retraite, on les prend de plein fouet à l'hôpital, et on se retrouve avec des services qui ne peuvent plus assurer leur mission. Inféoder totalement le directeur à la puissance de l'État. Il n'aura plus la possibilité de discernement. C'est stopper toutes les politiques de concertation qui ont lieu usuellement dans toutes les communautés hospitalières entre les instances administratives. Les instances administratives de l'hôpital sont aux côtés des soignants pour le bien-être des patients. Et c'est stopper tous ces processus de concertation entre les soignants, les non-soignants, les administratifs.
l'assistance publique hôpitaux de Paris, où je travaille, cela va se traduire concrètement par un plan de suppression de plus de 4000 emplois dans les 3 années à venir, sans aucune réflexion sur qui, pourquoi, comment. Il suffira que quelqu'un parte à la retraite, il ne sera pas remplacé, tant pis si le service ne marche plus, l'économie, elle aura été faite, et c'est la seule logique de cette tarification à l'activité, c'est la seule logique de cette loi HPST. Je ne parle pas bien sûr de l'augmentation scandaleuse également du forfait hospitalier que l'on vient de voir. Une autre menace extraordinaire qui se pose pour l'hôpital public, c'est ce qu'on appelle la convergence tarifaire entre les hôpitaux, c'est-à-dire faire une moyenne de ce que coûte un hôpital. Ne surtout pas les regarder, il y a des hôpitaux qui ont des missions différentes, elles sont toutes honorables, elles sont toutes indispensables, mais il y en a qui nécessairement, les missions de recours, les missions d'enseignement, les missions de recherche, génèrent des coûts supplémentaires. Eh bien, c'est le lit de Procuste, tout le monde à la même taille, la régression vers la moyenne, et tant pis si ceux qui soignent effectivement les maladies les plus complexes, tant pis si ceux qui font avancer la médecine coûtent plus cher, ils n'ont qu'à coûter moins cher, et les moyens leur seront enlevés. Et à terme plus grave encore, elle a été repoussée en partie grâce à la mobilisation très importante des hospitaliers de toutes catégories que l'on a pu voir dans les rues au printemps dernier, à terme la convergence entre le tarif du privé et le tarif du public. Sachant que dans le tarif du privé, il n'y a pas les dépassements d'honoraires et qu'ils existent néanmoins et qu'ils grèvent d'autant les budgets de santé et le restant à charge pour les personnes, il est évident qu'il sera toujours extrêmement facile de prétendre que l'hôpital public coûte plus cher que le privé et de vouloir transférer peu à peu les missions du public vers le privé. Et c'est pour cela que je m'engage dans l'appel des appels et dans la campagne ici pour lutter contre cette dérive de la privatisation. Pas de critiquer ces dérives épouvantables du pouvoir. Il faut poser les bases d'une vraie réforme de gauche de l'hôpital. L'hôpital a besoin de réforme, l'hôpital doit s'adapter. Mais il ne faut pas laisser l'initiative de cela à droite. Il faut réformer l'hôpital pour le rendre plus efficace et plus humain. Cela commence non pas par des coupes sombres dans les budgets comme on le voit actuellement, mais par des investissements restructurants. J'espère de tout mon cœur que nous pourrons faire aboutir cela à travers les luttes et à travers les élections. Merci. Merci du République qui comptera ensemble pour les régions à nos ans. Et je donne la parole à Michael Roussel pour le mouvement populaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors comment dire en 5 minutes, comme ça, après de brillants intervenants, il y en aura d'autres de très brillants après moi évidemment, comment vous dire en 5 minutes la force qui anime le MPEP, un drôle de sigle, qui veut dire Mouvement Politique d'Éducation Populaire. La force qui nous anime pour se jeter dans la bataille des régionales 2010 avec les listes ensemble. D'abord, dire que pour mener la campagne tambour battant, il nous appartient de regarder devant et de garder au cœur les raisons de notre engagement. Réconcilier l'éducation populaire et la repolitisation des citoyens. Oui, nous voulons changer l'ordre établi, radicalement, et mettre en œuvre des politiques nouvelles, égalitaires, non discriminantes, respectueuses de la souveraineté populaire. Nous avons l'objectif, ensemble, de faire plier la domination capitaliste et de faire naître une société où se conjuguent justice sociale et préservation de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité. Nous voulons une société rouge et noire et verte. Nous la voulons pour ici, mais nous la voulons aussi au-delà des frontières, où le travail ne rime plus avec exploitation, mais avec intérêt collectif, dignité et écologie, où l'emploi devient un droit opposable.
Une société qui place les femmes à égalité des hommes dans tous les domaines. Où la laïcité prend le pas sur les fondamentalismes. Où la loi faite par le peuple l'emporte sur le MEDEF, sur l'OMC, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, où un nouveau système de commerce international, s'appuyant sur la charte de la Havane de 1948, inspire des échanges équilibrés entre le Nord et le Sud. Telles sont nos ambitions, ensemble, à tous. Alors, les élections régionales constituent une étape significative. Elles peuvent permettre de construire un bouclier social et environnemental face aux politiques dévastatrices du gouvernement Sarkozy, qui détruit le programme du Conseil national de la résistance, qui défait le collectif au profit de l'actionnaire. Oui, un espace de résistance et de désobéissance aux politiques de l'Union européenne qui piétinent la souveraineté populaire et imposent ses directives libérales. Ensuite, pour mener notre campagne avec détermination, gardons en tête pour qui nous nous battons. Pour la jeunesse, diplômée ou non, dégoûtée par le sort qui lui est fait, blessée par la précarité et la privation d'emploi, méprisée par un gouvernement qui poursuit ses contre-réformes de l'université, du lycée, qui détruit la recherche et qui méprise les enseignants. Nous nous battons pour les habitants des quartiers populaires, ciblés par les politiques sécuritaires, alors qu'ils souffrent d'abord et avant tout de la violence de l'insécurité sociale. Nous nous battons pour les salariés de la fonction publique, que le gouvernement insulte et qui, malgré leur résistance pour sauver l'hôpital, l'éducation nationale, la poste, la justice, voire leur rend s'affaiblir par la diminution drastique de leurs effectifs, les abandonnant souvent face aux besoins croissants des populations en matière de soins et en particulier dans les zones rurales. Nous nous battons pour les travailleurs privés d'emploi par les délocalisations, les licenciements boursiers, la destruction de l'industrie et des métiers. Et nous nous battons pour ceux qui résistent, mais nous nous battons aussi, ne l'oublions pas, pour ceux qui désespèrent. Nous nous battons pour les femmes noyées dans le travail à temps partiel, les petits salaires, les retraites de misère, les violences sociales et sexuelles. Mais nous nous battons aussi, mes amis, mes camarades, pour les altermondialistes qui avaient mis leur force dans la campagne contre le traité constitutionnel européen et qui vivent comme une traîtrise impardonnable le bradage qui a été fait de la démocratie. Enfin, et certainement ce n'est pas tout, nous nous battons pour les femmes et les hommes qui créent des alternatives d'économie sociale et solidaire. Alors, puisque nous savons pour qui nous nous battons, nous avons le devoir, ensemble, de construire un scénario victorieux. Imaginons que l'Alliance Ensemble, qui inscrit la solidarité dans ses programmes et l'incarne par son identité et son histoire, qui porte en bannière la coopération et pas la concurrence, et l'union est un combat, ne l'oublions pas, qui place l'unité comme condition indispensable pour répondre aux aspirations des catégories populaires, des ouvriers, des salariés, des étudiants, des agents du service public, des chômeurs, des paysans écrasés par le jeu spéculatif et les multinationales de la grande distribution, mais aussi à celle des artisans broyés par la sous-traitance. Imaginons donc que les listes ensemble démontrent au soir des élections que le peuple de France a décidé de reprendre son destin en main. Nous aurions des élus dans les conseils régionaux, mais des élus qui ne se compromettent pas dans des alliances sans principe, mais qui construisent les bases du changement. Alors, les listes ensemble apparaîtraient avec celles et ceux qui auront voté pour elles comme des désobéissants. Désobéissant à l'ordre de la fatalité qui a remplacé la raison et la critique, désobéissant aux dogmes libéraux, désobéissant aux grands médias,
désobéissant au sein des conseils régionaux face à la directive service, plus connue sous le nom de Bolkestein, imposée par l'Union européenne à l'ensemble de la France, du peuple de France, des collectivités locales, et qui va nous tomber demain dessus, et qui va amener la mise en concurrence de l'ensemble des services publics, y compris des services sociaux. Soyons désobéissants au nom de l'égalité, au nom du peuple qui aurait élu cette gauche, en lien étroit avec celles et ceux qui se mobilisent pour le logement, l'éducation, la formation professionnelle, les services, les transports publics, pour une agriculture saine et respectueuse de l'environnement, mais aussi pour l'accès aux soins et à la prévention, à la contraception et à l'IVG. Alors, chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs qui êtes là, parce que nous ne sommes peut-être pas tous des amis et des camarades, alors c'est une autre étape qui s'ouvrirait, celle qui permettrait de construire en France une force politique de gauche, fière, combative, au service de la transformation sociale. Dès maintenant, dès la fin de ce meeting, nous devons convaincre partout que ce scénario est possible et qu'il peut faire ressurgir la capacité d'insurrection populaire du peuple de France. Notre campagne unitaire, c'est une promesse. C'est une promesse pour demain, mais c'est surtout une promesse pour une démocratie vivante. Merci. Aux prochains orateurs d'essayer de rester collés au temps de parole qui leur est imparti. Et je ne dis pas ça pour toi, Christian, qui est le prochain orateur. Et c'était un grand plaisir pour moi de retrouver la tribune aujourd'hui avec mon colistier, les européennes, avec le porte-parole de la gauche unitaire, Christian Piquet. Mes chers amis, mes chers camarades, à quelques raisons, me voici de nouveau en campagne. Et vous voyez, j'en suis sûr, cette campagne sera aussi exaltante que la dernière, celle des européennes, celles et ceux qui l'ont menée avec nous, avec le Parti communiste, avec le Parti de gauche, avec la gauche unitaire, celles et ceux qui nous ont vus, avec mes amis Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon, battre les estrades depuis cet inoubliable meeting du Zénith le 8 mars 2009. Tout cela le savent. Le Front de gauche a ouvert le chemin de l'espoir à gauche. Et aujourd'hui, cet espoir s'est élargi. Toute la gauche de gauche est en train de se rassembler. C'est, je vous l'avoue, un authentique plaisir pour moi que de retrouver à nos côtés nos camarades des alternatives, de la Fédération, de République et Socialistes, d'Alternatives Citoyennes, du PCOF, du MPEP. Hélas, la direction du NPA manque toujours à ce rendez-vous. Et nous en éprouvons tous le regret et même, je dois vous dire, la tristesse de les voir s'enfermer ainsi dans l'impasse du cavalier seul sans possibilité de faire jamais bouger les choses dans ce pays et à gauche. Mais c'est aussi un grand plaisir, avec un grand plaisir que nous voyons un certain nombre de ces militants nous rejoindre à leur tour dans une bataille dont l'enjeu n'est rien de moins que le devenir de la gauche dans ce pays. Alors précisément, vous les entendez déjà et vous allez les entendre. Certains viennent nous dire, la bouche en peur, que nous ajouterions notre pierre à l'éparpillement de la gauche. Mais non, pas du tout. Car voyez-vous, nous avons une singularité. Non seulement nous nous rassemblons, mais nous n'avons pas, à la différence par exemple des dirigeants du Parti Socialiste et d'Europe Écologie, pour unique ambition de savoir qui sera devant l'autre, alors qu'à peu de choses près, ils défendent le même programme. Non, nous voulons d'abord et avant tout
ce point de vue, mes amis, vous l'avez remarqué, il y a quelque peu d'urgence. Cette droite au pouvoir avec M. Sarkozy, elle veut détruire absolument tout ce que le mouvement populaire a arraché depuis un siècle et plus. Rien que pour cette année, elle veut finir de dépasser le droit à la retraite. Avec la fameuse révision générale des politiques publiques, elle entreprend de casser définitivement le service public. En s'en prenant à des services publics comme celui de la santé, ça vient d'être dit, et magnifiquement, par notre ami Dreyfus. C'est à des droits fondamentaux de toute la population qu'elle s'en prend. Par exemple, le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. En annonçant une gigantesque contre-réforme des collectivités territoriales, elle ne veut pas simplifier le millefeuille institutionnel, comme elle dit, non. Elle veut liquider tous les espaces de souveraineté populaire qui restent dans ce pays, jusqu'à la démocratie communale, héritage de la grande révolution française. Le père avec la malice sans cesse plus pesante de notre petit monarque et de ses alliés financiers sur les médias. Sans même parler de cette sinistre opération sur l'identité nationale, dont il faut dire sans mariner que c'est une opération au relent pétainiste, qui vise à stigmatiser un pan entier de notre société au moment même où la lutte des travailleurs sans papier prouve à quel point nos frères et nos sœurs immigrés contribuent à la richesse de ce pays. Sans parler non plus de ces aventures guerrières où nous plonge la réintégration de la France dans le commandement de l'OTAN, en Afghanistan, avec la dynamique extrêmement dangereuse où nous entraîne la confrontation avec le régime iranien, ou encore à travers le soutien sans faille de nos dirigeants aux entreprises d'annexion auxquelles se livre le gouvernement israélien contre le peuple palestinien. Cette droite n'est pourtant portée par aucun soutien populaire. Bien au contraire, la colère ne cesse de s'exprimer dans le pays. On l'a vu le mois dernier avec la longue grève des conducteurs du RER. On le voit en ce moment même avec le mouvement des cheminots de la région Provence-Côte d'Azur. On l'a vu avec la grève de la faim de nos amis d'EDF, et je salue ici le courage de mon camarade Yann Cochin. On le voit chaque jour avec les luttes de salariés d'entreprises en but au plan de licenciement. C'est d'ailleurs pourquoi nous serons la semaine prochaine aux côtés des conquis face au tribunal où ils sont convoqués. Et on le verra dans la grande journée des services publics le 21 janvier prochain. Et voilà, toutes ces colères sont orphelines d'une gauche à la hauteur. Pour battre la droite, la battre dans la durée sur le fond, il faut une gauche fière de ses valeurs et dont chacun sait par avance qu'elle tiendra ses engagements contrairement au passé. Une gauche qui marie l'urgence sociale avec l'urgence écologique. Pas une gauche qui, par exemple, accompagnerait la mise en pièces de nos retraites, mais une gauche qui tiendront sur la retraite par répartition comme sur le droit au départ à 60 ans et qui se bat pour la redistribution radicale des richesses afin de financer cette histoire. Pas non plus une gauche qui accepte une taxe carbone qui, loin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, ne fait que renforcer l'injustice fiscale au détriment des plus faibles. Mais une gauche qui agit par exemple pour taxer les grands groupes pollueurs comme Total ou les industriels du bâtiment comme Bouygues. Pas une gauche, évidemment, qui chercherait son salut du côté de François Bayrou, acceptant ainsi d'avance de gouverner dans le futur sur un programme de droite. Non,
qui place la satisfaction des besoins sociaux au cœur de ses priorités. Une gauche qui entend prendre l'argent où il est, du côté des fabuleux profits de ceux qui ont provoqué la crise et qui s'y sont un peu plus enrichis. Une gauche pour qui la démocratie est synonyme de souveraineté du peuple dans tous les domaines, à la cité comme à l'entreprise. Une gauche qui s'inscrit dans le grand combat pour une autre mondialisation, cette mondialisation au service du peuple des peuples, dont le contre-sommet de Copenhague a démontré qu'elle n'avait rien perdu sur l'actualité. Au fond, l'enjeu de la bataille que nous lançons aujourd'hui, il est simple. Si la gauche continue à aller de renoncement en alliance contre la dure, alors elle risque de suivre le même chemin que la gauche italienne, celui de la dislocation, celui de la disparition pure et simple, celui de défaites majeures dont la grande bénéficiaire serait une droite qui n'aurait alors plus de véritable opposition face à elle. Et ça, évidemment, nous n'en voulons pas. C'est si vrai, mes amis, que parmi les amis du président de la République, il en est déjà qui anticipent. Avec le cynisme qu'on lui connaît, M. Alain, voici quelques jours, nous expliquait ainsi que nous avons eu, écoutez bien, une année très agréable en termes de pouvoir d'achat. Ils sont arrogants sur deux parce qu'ils espèrent que la gauche effectivement connaîtra ce processus de dislocation. Alors nous, au contraire, nous voulons sauver la gauche. Nous voulons rassembler avec le front de gauche et au-delà toutes celles et tous ceux qui veulent que ce soit une politique bien à gauche, dit autrement, une politique de rupture avec le capitalisme, avec le libéralisme, avec les logiques productivistes qui deviennent majoritaires dans notre camp. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons très concrètement faire des régions, des points d'appui pour les résistances aux attaques que nous subissons quotidiennement, des leviers pour la contre-offensive du monde du travail, des instruments de la mise en œuvre d'une nouvelle politique audacieuse de rupture avec les règles du système en matière d'emploi, de services publics, de modèles de développement et de démocratie. Pour le dire autrement, nous n'entrons pas dans la compétition électorale simplement pour témoigner. Nous voulons que nos propositions deviennent majoritaires et que nous puissions appliquer dans les conseils régionaux les points essentiels du programme que nous allons proposer aux électeurs et aux électrices. C'est dans cet esprit que, comme va le faire Pierre Laurent dans cette région, je conduirai pour ma part, avec mes amis communistes, avec mes camarades du parti de gauche, avec mes vieux compagnons des alternatives, avec des amis très chers issus du NPA, notre liste, en Midi-Pyrénées. Amis et camarades, au service de tous ces objectifs, c'est une campagne militante que nous allons mener. Vous le savez, nous n'aurons de coup de main discret à attendre de personne du côté de ceux qui font l'actualité médiatique, à l'exception évidemment du seul quotidien qui relève fidèlement nos efforts pour réunir toute la gauche de combat. Je veux parler de l'humanité. C'est moi parce que Raquel évoquait tout à l'heure de saluer la présence à la tribune de mon ami, le directeur de l'humanité, Patrick Le Yarrick, qui a été mon commissaire. Oui, mes amis, ce sont nos seules forces sur lesquelles nous allons devoir nous appuyer, sur nos seules forces et sur nos capacités à nous tourner vers tous ceux et toutes celles qui, à gauche, partagent nos inquiétudes et nos aspirations. Ces militants et électeurs socialistes ou écologistes qui ne se sentent aucune affinité avec le modèle et qui veulent, comme nous, que la gauche
ces militants et électeurs du MPA qui savent bien au fond d'eux-mêmes que l'anticapitalisme n'aura de force que dans l'union de tous ceux qui partagent la même volonté de changer notre côté. Ces acteurs du mouvement social qui ressentent à quel point il manque à leurs engagements de tous les jours une perspective politique porteuse de l'espoir du changement. Tous ces électeurs et électrices qui se désespèrent au point de ne plus même aller voter. À tous ceux que je viens d'énumérer, il nous appartient de dire maintenant, vous avez vos convictions et vos engagements. Nous ne vous demandons aucunement de les renier, mais le 14 mars, vous avez les moyens de vous faire entendre, de voter pour vous en quelque sorte, c'est le bulletin des listes ensemble pour des régions à gauche. Amis et camarades, nous entrons dans ce combat, non pas comme je l'ai dit pour témoigner, mais parce que nous pensons que nous sommes la gauche. Nous sommes la gauche qui a l'émancipation humaine au cœur. Cette gauche, au nom de laquelle le grand artiste surréaliste et communiste Magritte a dit un jour « L'homme doit avoir 24 heures de liberté chaque jour », cette gauche, nous sommes en train de la faire renaître. Merci, Christian.